L'accusé porte un T-shirt F Sick Black People au tribunal. Ce que le juge noir lui fait est choquant. Le palais de justice dominait la ville animée, forteresse de pierre conçue pour faire respecter la justice, mais qui pourrissait de l'intérieur. Ses imposantes colonnes, usées et patinées par des années de pluie et de crasse, se dressaient telles des sentinelles solennelles devant les foules agitées qui passaient chaque jour. La plupart avec leur propre lutte, leur propre combat menés loin des rituels stériles du système judiciaire. Aujourd'hui, cependant, ces luttes semblaient insignifiantes, éclipsées par le spectacle qui se déroulait entre les murs du palais de justice. Tout le monde était au courant du procès. C'était le genre d'affaire qui divisait une ville, révélant ses préjugés les plus laids et les plus enracinés. Les majestueuses portes en chêne s'ouvrirent en grinçant, leur bois vieilli gémissant sous la pression d'être écarté, révélant l'immense salle d'audience. À l'intérieur, les murmures des spectateurs grossissaient comme une marée agitée. Journalistes, avocats, militants et curieux se pressaient dans chaque espace disponible, leurs visages mêlant impatience et effroi. L'odeur du vieux papier et du bois poli se mêlait à l'impatience. Une odeur épaisse et âcre qui flottait dans l'air. Les objectifs des appareils photo claquaient furieusement, les doigts dansaient sur les écrans de téléphone, et des conversations feutrées emplissèrent la pièce comme une nuée de sauterelles. Personne ne voulait manquer le moindre détail, surtout quand les enjeux étaient si importants. C'était une affaire très médiatisée, de celle qui attirait une attention sanguinaire aux quatre coins de la ville. Ethan Lockwood, fils privilégié d'un riche homme d'affaires dont le nom ouvrait des portes que la plupart des gens ne voyaient même pas, était accusé d'avoir sauvagement agressé Marcus Tate, un jeune Afro-Américain décédé des suites de ses blessures quelques jours plus tard. L'incident avait déclenché des protestations, des débats houleux et des discussions nocturnes qui avaient brisé des amitiés et divisé des familles. L'équipe de défense de Lockwood, un groupe de juristes chevronnés, connus pour transformer des causes perdues en accords à l'amiable, avait passé des mois à salir le nom de Marcus, comme si fouiller dans le passé du défunt pouvait excuser l'horreur de ces derniers instants. Le juge Desmond Carter présidait l'affaire, un homme qui avait passé des années à gravir les échelons d'un système conçu pour le maintenir au plus bas. La cinquantaine, les yeux et la bouche profondément creusés par le rire et la fureur, il était un pilier de résilience dans une ville qui s'effondrait sous le poids de sa propre corruption. Sa réputation d'équité était autant un bouclier qu'une arme. La communauté le respectait, mais sa seule présence sur le banc était une épine dans le pied de ceux qui profitaient de l'injustice. Son regard sombre, perçant d'intelligence et de lassitude, scrutait la salle d'audience tandis qu'il s'installait dans son fauteuil. Sa robe pesait lourdement sur ses larges épaules, le tissu propre mais usé, les bords effilochés comme les idéaux qu'il représentait. À côté de lui, l'huissier hocha brièvement la tête, indiquant qu'il était prêt à commencer. L'homme était figé, son visage inexpressif, à l'exception d'une expression crispée autour de sa bouche, le léger pli entre ses sourcils trahissant la tension ressentie par tous les autres dans la salle. Le regard du juge Carter parcourut les visages de la galerie. Colère, ressentiment, curiosité, impatience. Il les avait tous déjà vus d'innombrables fois, mais aujourd'hui, leur intensité était amplifiée. Une odeur empoisonnée se répandait dans la foule, un léger bourdonnement venimeux qui laissait deviner la fureur qui s'y déroulait. Puis, l'équipe de défense apparut, encadrant Ethan Lockwood, comme si sa seule présence pouvait le protéger du jugement. L'expression du jeune homme était un curieux mélange de défi et d'indifférence, ses lèvres tordues en un sourire narquois qui mettait au défi le monde de le condamner. Son costume coûteux avait été remplacé par un vêtement plus simple, conçu pour projeter l'innocence et la vulnérabilité. Mais c'est la chemise sous sa veste qui provoqua une onde de choc dans la salle. Un tissu blanc uni, immaculé et impeccable, comme la neige fraîchement tombée, n'était gâché que par les mots noirs et gras griffonnés sur la poitrine.
F. Sick Black People. Les lettres étaient irrégulières, agressives, chacune gravée dans le coton comme une blessure destinée à saigner. Cette déclaration n'était pas seulement provocatrice, c'était un acte de cruauté délibéré, une insulte lancée avec la précision d'un couteau, dirigée directement contre le juge Carter et toute la communauté noire. L'arrogance calculée derrière ce choix était presque époustouflante. Un silence de mort engloutit la pièce, un vide là où le son avait autrefois existé. Les murmures, les conversations murmurées, les pas anxieux, tout cessa en un instant. Puis, comme si une force invisible s'était brisée, le bruit éclata. Des cris furieux se mêlèrent à des halètements horrifiés, les voix se heurtant dans une tempête chaotique d'incrédulité et d'indignation. Les journalistes se bousculèrent pour immortaliser l'instant, les flashs des appareils photo éclairant la pénombre de la pièce. Mais ce furent les visages des personnes les plus proches de la tragédie qui racontèrent la véritable histoire. La famille de Marcus était assise au premier rang, leurs expressions accablées de chagrin, déformées par une douleur nouvelle. Les mains de sa mère serraient si fort le bord de sa chaise que ses jointures étaient devenues blanches, ses yeux remplis de larmes incandescentes. La mâchoire de son père se serra si fort que ses muscles tremblaient, la rage et le chagrin luttant pour le contrôle de son âme. L'expression du juge Carter restait impassible, le calme acquis d'un homme qui avait passé sa vie à maîtriser l'art de la retenue. Mais même lui ne parvenait pas à masquer entièrement sa réaction. Le tic dans sa mâchoire trahissait la fureur qui couvait sous la surface, une colère profonde et tenace qui menaçait de le consumer. Ce n'était pas seulement un manque de respect, c'était un défi. Un jeu malsain, joué par des hommes qui se croyaient intouchables, qui pensaient que leur richesse et leur pouvoir les protégeraient des conséquences de leur propre cruauté. Il fixa à Ethan son regard dur et inflexible, comme s'il tentait de percer la suffisance qui émanait du jeune homme, telle une aura empoisonnée. La pièce était plongée dans le chaos, une cacophonie de voix qui montait et descendait comme des vagues s'écrasant sur un rivage inébranlable. Le sourire d'Ethan ne fit que s'élargir, une sorte de triomphe tordu brillant dans ses yeux. Il savourait cela, le spectacle, la haine, la façon dont il avait réussi à déstabiliser tout le monde dans la salle d'un seul geste monstrueux. Le marteau de Carter frappa le banc comme le tonnerre, le son aigu et résonnant coupant le brouhaha avec une efficacité brutale. Sa voix s'éleva comme un ordre, froide et sans concession, tranchant le vacarme comme une lame. À l'ordre dans le tribunal. Les spectateurs se turent à contre-cœur, bien que leur dégoût restât palpable, une présence lourde et palpitante qui refusait de se taire. Les regards continuaient de se poser sur la chemise d'Ethan, leurs regards emplis de fureur et d'incrédulité. Carter plissa les yeux, mais garda son sang-froid. Il avait vu bien pire, mais là, c'était tout autre chose. C'était la guerre, déclarée avec encre et arrogance, et il ne se laisserait pas intimider. 2 semaines plus tôt, les graines du chaos étaient déjà plantées. L'air autour du bureau du juge Carter était chargé d'une tension qu'il ne parvenait pas à définir, un bourdonnement inquiétant tissé dans la trame de son quotidien. Il s'était habitué aux menaces occasionnelles, aux murmures mécontents de ceux qui l'avaient condamné, mais là, c'était différent. L'air était plus froid, plus réfléchi. Ce froid s'était matérialisé tard un soir, alors qu'il rentrait à son bureau après une journée d'audience épuisante. Ses pas résonnaient dans le couloir désert, chaque pas englouti par le silence oppressant du bâtiment après les heures de bureau. En arrivant à sa porte, il remarqua que quelque chose clochait. Un bout de papier, effiloché sur les bords et griffonné d'une écriture irrégulière, avait été glissé sous la lourde porte en chêne. On aurait dit qu'il avait été arraché à la hâte d'une feuille plus grande, les bords irréguliers et bruts. Le message était bref, presque énigmatique, son urgence indéniable. « Ils viendront vous chercher. Méfiez-vous des hommes qui rient dans l'ombre. » Les mots semblaient couler de la page. L'encre bave
et coule à toute vitesse. L'écriture exprimait le désespoir, celle de quelqu'un dont la main tremblait alors même qu'ils écrivaient. La première réaction de Carter fut de rejeter la situation. Il froissa le mot et le jeta à la poubelle, l'attribuant à la paranoïa habituelle qui entoure les affaires médiatisées. Il avait déjà dû faire face à des menaces, chacune étant une faible tentative pour le déstabiliser. Mais quelque chose dans le message persistait dans son esprit comme une écharde enfouie sous sa peau. Peut-être était-ce dû à la fragilité de l'écriture, ou peut-être à la façon dont les mots eux-mêmes semblaient murmurer dans ses pensées longtemps après que le papier eût quitté sa main. Il essaya de chasser ce sentiment, de le noyer dans la routine familière des dossiers et des précédents judiciaires. Mais les appels commencèrent. Le premier arriva tard dans la nuit, la vibration de son téléphone le tirant du léger voile du sommeil. La voix à l'autre bout du fil était calme, presque cordiale, comme celle d'une vieille connaissance. Il n'y avait pas de menace directe, juste une suggestion, formulée avec soin et voilée de civilité. L'interlocuteur lui proposait de reconsidérer son implication dans l'affaire Lockwood, affirmant que cela n'en valait peut-être pas la peine, qu'il y avait d'autres affaires qui méritaient davantage son attention. Carter avait raccroché sans un mot, la mâchoire serrée et les jointures blanches contre le téléphone. L'appel était un avertissement, un coup de feu tiré juste au-dessus de sa tête pour tester sa détermination. Il avait déjà été confronté à de telles tactiques, des hommes influents qui pensaient que leur richesse leur donnait le droit de réécrire les règles du monde. Mais le second appel avait été différent. La voix n'était plus amicale. Sa civilité s'était arrachée comme un masque arraché du visage d'un prédateur. La menace était directe, sans concession. Sa carrière, sa réputation, sa famille, tout cela ne tenait qu'à un fil qu'il avait apparemment osé défaire. Le juge Carter ne tarda pas à comprendre que le procès Lockwood était plus qu'une affaire de meurtre. C'était une lutte de pouvoir, une épreuve d'endurance entre la vérité et les forces déterminées à l'enterrer. Le père d'Ethan Lockwood, Richard Lockwood, était un homme dont l'influence s'infiltrait dans la ville comme l'huile sur l'eau, souillant tout ce qu'elle touchait. Sa fortune avait bâti des empires, ses relations lui avaient assuré des alliés à des postes dont la plupart des hommes ne pouvaient que rêver. Des politiciens de haut rang, des géants de l'industrie, et même le chef de la police, tous dansaient au rythme de Richard, leur loyauté achetée et payée par des sommes obscènes ou des faveurs si profondes qu'elles ne pourraient jamais être remboursées. Pour des hommes comme Richard, le procès n'était rien de plus qu'un désagrément, une tache sur la réputation glorieuse de sa famille. Le meurtre de Marcus Tate n'était pas une tragédie, c'était un obstacle. Un homme à balayer, enseveli sous la bureaucratie et les manœuvres juridiques jusqu'à n'être plus qu'une simple note de bas de page dans l'histoire sordide de la ville. La pression était incessante. Les appels téléphoniques de Carter s'étaient multipliés. Un harcèlement constant qui s'infiltrait dans ses pensées, même lorsque le téléphone était silencieux. Puis, comme pour prouver leur portée, l'intimidation devint physique. Un matin, alors qu'il sortait de chez lui, il trouva ses pneus crevés, le caoutchouc déchiqueté avec une précision cruelle. Les dégâts étaient indéniables. Un message gravé dans le métal et le caoutchouc de son véhicule. Les voisins le regardaient depuis leur porche, leurs yeux oscillant entre l'inquiétude et la curiosité détachée qui naît du témoignage d'un malheur qui n'est pas le sien. Carter avait bien sûr appelé la police, mais leur enquête était superficielle. Une mise en scène avec tout l'enthousiasme d'un enfant qui s'ennuie et qui est contraint de réciter sans cesse les mêmes répliques. Les policiers avaient des paroles polies, leurs rapports rédigés avec soin, mais leur regard trahissait la vérité. Personne ne voulait creuser trop profondément. Personne ne le voulait. Mais les attaques ne s'arrêtèrent pas là. La candidature de son fils à l'université, qui aurait dû être une admission garantie compte tenu de son dossier scolaire impeccable, fut inexplicablement rejetée. La lettre était arrivée sans cérémonie. Un simple bout de papier stérile, déclarant que son fils n'était tout simplement pas fait pour l'institution. Ce refus était blessant, non seulement pour ce qu'il était,
mais pour ce qu'il représentait. Carter avait passé des années à prêcher l'importance du travail acharné, de l'intégrité, de gagner sa place par le mérite plutôt que par les privilèges. Et maintenant, l'avenir de son fils était manipulé comme un pion sur un échiquier. Malgré l'intimidation croissante, la détermination de Carter demeurait inébranlable. La justice n'était pas une simple profession pour lui. C'était sa raison d'être, la force directrice qui avait façonné toute sa vie. Sa présence sur le banc était un acte de défiance, un refus de se plier aux caprices d'hommes qui croyaient que leur richesse pouvait les rendre intouchables. Il avait déjà été témoin de la corruption, l'avait combattue, mais là, c'était différent, c'était personnel. Alors que les audiences s'éternisaient, l'équipe d'avocats d'Ethan Lockwood, menée par le calculateur et impitoyable Michael Garrison, employait toutes les tactiques à sa disposition. Ils déformèrent les faits, obscurcissèrent les preuves, soudoyèrent les témoins par des promesses de richesse ou de subtiles menaces de ruine. La voix de Garrison était doucereuse, ses arguments empreints d'un charisme destiné à endormir les jurés. C'était un maître de la manipulation, un homme qui comprenait que la vérité pouvait être modelée comme de l'argile si elle était placée entre de bonnes mains. Et puis vint le moment qui allait rester gravé dans toutes les mémoires. Le jour où Ethan Lockwood entra dans la salle d'audience, vêtu de ce t-shirt, son arrogance irradiant de lui comme une chaleur toxique. Sa défense s'était efforcée de justifier cette ignoble démonstration par la liberté d'expression, une plaisanterie de mauvais goût sortie de son contexte. Mais Carter savait que ce n'était pas une question d'humour ou de droit, c'était une question de pouvoir. Il s'agissait de prouver que, aussi grotesque que soit sa haine affichée, il y aurait toujours quelqu'un prêt à la défendre, à détourner la loi jusqu'à ce qu'elle serve les desseins les plus abjects. Carter avait fixé Ethan ce jour-là avec un calme forgé par la fureur. La chemise était une arme, non pas de tissu et d'encre, mais de privilège et de cruauté. Et Ethan Lockwood la portait comme une couronne. Les flashbacks envahissaient les pensées de Carter avec une clarté impitoyable, le ramenant à travers un enchevêtrement de nuits blanches et d'angoisses incessantes. Les souvenirs s'accrochaient à lui comme une seconde peau, se nourrissant de son épuisement et s'épaississant à chaque menace, à chaque regard entendu d'hommes trop puissants pour être tenus responsables. La peur était réelle, certes, mais la colère l'était tout autant. La fureur latente d'un homme poussé dans ses retranchements, son intégrité mise à l'épreuve par le travail acharné d'un système conçu pour briser les justes et élever les corrompus. Il se souvenait de la nuit où il était assis seul dans son bureau, la lueur ambrée d'une unique lampe dessinant des ombres crues sur les murs. Son bureau était enseveli sous une avalanche de papiers, certains officiels, d'autres tachés des résidus de sa frustration. Il avait étudié le dossier de Marcus Tate jusqu'à ce que les mots se brouillent, l'image du visage souriant du jeune homme, rendu presque méconnaissable sous le poids de la mort. La vie du garçon s'était éteinte bien trop tôt. Son avenir n'était qu'une promesse non tenue, volée par la cruauté et l'indifférence. Mais ce sont les menaces personnelles qui rongeaient le plus l'esprit de Carter. Les lettres anonymes glissaient par la porte de son bureau, les photos de sa famille envoyées négligemment à son domicile, chacune témoignant de l'influence de ceux qui souhaitaient son silence. Le visage de sa femme, le sourire insouciant de son fils, tous deux exploités comme des outils d'intimidation. Chaque ombre à l'extérieur de sa maison lui semblait plus pesante, chaque regard étranger suspect. La paranoïa le rongeait alors même qu'il s'efforçait de garder son sang-froid. Il se souvenait des réunions nocturnes avec ses collègues, leurs voix basses et anxieuses, blotties dans la sécurité de pièces faiblement éclairées. Certains lui prodiguaient des conseils nés d'une inquiétude sincère, d'autres d'une lâcheté à peine voilée. Il le pressait d'abandonner l'affaire, de se retirer avant que la colère de la famille Lockwood ne ruine sa vie. Cela n'en valait pas la peine, insistait-il. Le système était trop avancé, la corruption trop profonde, mais Carter refusait de se laisser influencer par leur pessimisme. Il éprouvait une satisfaction sombre à savoir que sa persévérance les déstabilisait.
Ils avaient peur non seulement des Lockwood, mais aussi de ce que représentait sa résistance. Le souvenir qui lui transperça le plus vivement l'esprit fut celui de l'appel téléphonique. La voix anonyme était arrivée comme un spectre, sa cadence douce, polie et totalement dénuée d'humanité. Carter était chez lui, le rire de son fils s'échappant de l'autre pièce où il regardait la télévision, parfaitement inconscient de la guerre qui faisait rage juste derrière leur porte. La voix était à la fois familière et étrangère, un mélange de civilité et de menace. Elle parlait avec l'assurance de quelqu'un qui exerce le pouvoir aussi aisément que le souffle. La suggestion d'abandonner l'affaire avait été formulée poliment, presque sur le ton de la conversation, comme s'il s'agissait d'un désagrément mineur plutôt que d'un meurtre brutal. Mais lorsque Carter avait refusé de se laisser intimider, sa voix ferme et inflexible, le ton de son interlocuteur avait changé. L'amertume sous le vernis de politesse avait refait surface, vive et débridée. Le rire qui s'était répandu dans le combiné était comme du gravier raclant contre un os. Carter l'entendait encore résonner dans son esprit, une résonance moqueuse qui persistait longtemps après la fin de l'appel. Ils avaient clairement exprimé leurs intentions. Les règles du jeu leur appartenaient, à construire et à déconstruire à volonté. La justice, telle qu'ils la concevaient, n'était rien d'autre qu'une illusion, un outil à manipuler quand cela leur convenait et à abandonner quand il devenait gênant. La foi de Carter dans le système avait déjà été mise à l'épreuve, mais jamais avec une précision aussi brutale. Les Lockwood ne cherchaient pas seulement à gagner un procès. Ils tentèrent de réécrire la définition même du bien et du mal. Debout dans la salle d'audience, ses doigts se crispaient sur le manche poli du marteau. Ses jointures étaient blanches, la pression le rapprochant du présent, tandis que son esprit s'accrochait aux souvenirs qui refusaient de s'effacer. Son regard se posa sur Ethan, le sourire arrogant du garçon aussi effronté que l'obscénité griffonnée sur sa poitrine. Le t-shirt était une provocation, certes, mais aussi une déclaration d'intouchabilité. Ethan portait son privilège comme un bouclier, maniant la cruauté aussi facilement que son père exerçait son influence. Mais le procès était différent maintenant. Les menaces, le sabotage, les tentatives incessantes pour briser la résolution de Carter, tout cela n'avait fait qu'aiguiser sa détermination. Sa colère n'était plus une distraction, c'était une arme, aiguisée jusqu'à un tranchant mortel par les forces mêmes qui cherchaient à le saper. Elles avaient tenté de le briser, de le dépouiller de sa dignité et de le laisser ramper dans la boue de leur corruption. Au lieu de cela, elles avaient forgé en lui quelque chose de plus fort, d'inflexible. Et il n'était pas seul. Des alliés inattendus avaient commencé à sortir de l'ombre, leur propre frustration face au système atteignant enfin un point de bascule. Des collègues juges, des avocats, des militants et même des membres des forces de police lassés de la mainmise des Lockwood sur la ville. Leur soutien était souvent discret, leur aide offerte avec la discrétion prudente de ceux qui comprenaient le danger auquel ils étaient confrontés. Mais cela suffisait à faire pencher la balance, même légèrement, en sa faveur. Les preuves contre Ethan s'accumulaient, une accumulation lente mais inexorable de faits que même la manipulation adroite de Michael Garrison ne parvenait pas à effacer complètement. Garrison avait lutté avec tous les moyens à sa disposition, ses arguments rusés et venimeux, son charisme un bouclier contre la vérité. Mais même lui sentait le changement d'élan, son attitude autrefois confiante étant désormais teintée d'une pointe de désespoir. Carter sentait la tension dans l'air, un poids palpable pesant sur toutes les personnes présentes. Les yeux des spectateurs brûlaient de curiosité, d'indignation et d'une soif de justice qui refusait de se taire. Les journalistes griffonnaient furieusement, leurs stylos coulant de l'encre sur leurs carnets, relatant chaque tressaillement, chaque échange soigneusement formulé. Mais les seuls yeux sur lesquels Carter se concentrait vraiment étaient ceux d'Ethan Lockwood. L'arrogance du garçon n'avait pas faibli, son ricanement rappelant constamment tout ce que Carter détestait chez ces privilégiés qui se croyaient intouchables. Mais sous cette façade d'assurance, il y avait autre chose, quelque chose de fragile, une fissure dans l'armure.
Le regard de Carter restait fixe, son expression un masque de calme, même si son esprit rugissait de détermination. La lutte contre les Lockwood n'était pas terminée, mais il avait appris à voir au-delà des menaces, au-delà de l'intimidation. Les mots de cet appel résonnaient encore en lui, mais maintenant ils servaient de carburant plutôt que de peur. Les règles étaient peut-être truquées, le système empoisonné par la cupidité et la corruption, mais cela ne rendait pas la justice inaccessible. Cela ne faisait que rendre le combat d'autant plus nécessaire. Et tandis que Carter regardait Ethan, sa poigne sur le marteau se resserra davantage. Quelle que soit l'obscurité qui menaçait de le consumer, elle devrait le déchirer morceau par morceau avant qu'il ne capitule. Le dernier jour du procès fut plongé dans la tension, une lourdeur suffocante s'accrochant à l'air tandis que le jury revenait, le visage pâle et tendu par des heures de délibération exténuantes. Ethan Lockwood était affalé dans son siège, les bras croisés avec une suffisance née du sentiment d'avoir droit à tout, le regard lointain comme si la procédure n'était rien de plus qu'une formalité fastidieuse. La confiance irradiait de lui, renforcée par la certitude que l'influence de son père continuerait de le protéger des véritables conséquences. Mais lorsque la voix du juge Carter brisa le silence, net et résolu, tout changea. Ce seul mot résonna dans la salle, tel un coup de tonnerre brisant la fausse bravade d'Ethan. Coupable. Le choc déforma ses traits, l'incrédulité le rendant momentanément muet. L'empire d'influence soigneusement bâti par Richard Lockwood s'était effondré sous le poids de sa propre arrogance, des accords secrets révélés, des fonctionnaires corrompus mis en lumière là où leur pouvoir n'avait plus d'emprise. Tandis que la salle d'audience s'agitait dans un soupir collectif, le regard du juge Carter restait fixé sur Ethan, froid et inflexible. La déclaration finale portait le poids d'une détermination inébranlable, des mots imprégnés d'une vérité qu'Ethan n'avait jamais eu à affronter. La haine n'avait pas sa place ici, et l'arrogance ne protégerait personne de la justice. L'illusion du pouvoir avait été balayée, ne laissant que la dure réalité des conséquences. Tandis que la salle d'audience se vidait, un murmure d'espoir traversa l'attention. La bataille était loin d'être terminée, mais pour l'instant, la justice avait triomphé.